Il naquit sans père, il mourut en sauvant son fils. Entre les deux, il détruisit à peu près tout ce qu'il aimait. Ce n'est pas une métaphore, c'est un résumé. Pour comprendre comment un enfant devint le monstre le plus craint de la galaxie avant de redevenir, l'espace d'un instant, l'homme qu'il aurait pu être depuis le début, il faut remonter loin. Il faut remonter jusqu'à un monde de sable, à la périphérie de tout ce qui comptait, où personne, absolument personne, n'aurait parié un crédit sur l'avenir d'un petit esclave aux yeux bleus. Tatooine ne pardonnait rien. 2 soleils y brûlaient la peau des vivants et asséchaient tout espoir d'une vie meilleure. C'était une planète de marchands d'esclaves, de pilleurs et de rêveurs cassés, un endroit où l'on venait rarement par choix. On y naissait piégé ou on y échouait ruiné. Shmi Skywalker y était esclave. Elle appartenait à un toïdarien du nom de Watto, un ferrailleur au commerce aussi malhonnête que rentable, qui possédait un magasin de pièces détachées à Mos Espa. Personne ne sut jamais avec certitude qui était le père de son fils. Elle-même semblait l'ignorer ou refusait d'en parler. Elle disait simplement qu'il n'y avait pas eu de père, qu'un jour, elle s'était retrouvée enceinte, et voilà. Les scientifiques et les érudits de l'ordre Jedi passeraient des décennies à débattre de ce que cela signifiait vraiment. Une conception par la force elle-même, disaient certains. Une manipulation du côté obscur, murmuraient d'autres, bien plus tard, quand tout aurait déjà brûlé. Personne n'eut jamais de réponse définitive. Ce qui est certain, c'est qu'un enfant naquit sur Tatooine sans explication biologique satisfaisante et que cet enfant portait en lui quelque chose que personne n'avait jamais mesuré auparavant. Voyez-vous, la force imprègne tout organisme vivant. Mais elle le fait en quantité variable, mesurable par une concentration cellulaire microscopique appelée les midi-chloriens. Un Jedi de talent moyen en comptait quelques milliers. Maître Yoda, l'un des plus puissants Jedi vivants, en comptait beaucoup plus. Anakin Skywalker en comptait plus que Yoda lui-même. Personne, dans toute l'histoire enregistrée de l'Ordre, n'avait jamais affiché un tel taux. Pas même le fondateur légendaire de l'Ordre. Un enfant esclave, né sur la planète la plus insignifiante de la bordure extérieure, portait en lui plus de puissance potentielle que n'importe quel être vivant connu. Il grandit pourtant comme n'importe quel enfant pauvre de Mos Espa. Il travaillait dans l'atelier de Watto, démontant des droïdes et réparant des moteurs avec une aisance qui dépassait de loin son âge. À 9 ans, il avait déjà construit lui-même, pièce par pièce, dans les temps morts volés à son maître, un droïde de protocole doré destiné à aider sa mère dans les tâches quotidiennes. Il l'appela C3PO. Ce protocole poli et anxieux allait, sans que personne ne le sache encore, traverser toute l'histoire qui suivrait. Anakin possédait aussi un autre talent, plus dangereux et plus spectaculaire. Il pilotait comme un dieu. Les courses de pod étaient le sport le plus prisé et le plus meurtrier de la planète, un déchaînement de vitesse brute où la moindre erreur de jugement se soldait par une mort instantanée. Aucun humain n'avait jamais survécu à une course de pod, sans même parler d'en gagner une. Les réflexes requis dépassaient les capacités biologiques normales. Mais Anakin n'était pas normal. Il pouvait voir les choses avant qu'elles n'arrivent, une fraction de seconde d'avance qui suffisait à éviter une collision fatale. Il ne savait pas encore ce que c'était. Il pensait simplement avoir de bons réflexes. C'était la force, bien sûr, qui s'exprimait à travers lui de manière brute et non entraînée, des années avant qu'aucun Jedi ne pose les yeux sur lui. Cet enfant existait donc, ignoré de tous ceux qui comptaient dans la galaxie, jusqu'au jour où le hasard, ou quelque chose qui ressemblait beaucoup à un plan plus vaste, amena 2 Jedi sur Tatooine. L'histoire commença, comme tant d'autres tragédies galactiques, par un blocus commercial et une reine en fuite. En l'an 32 avant la bataille de Yavin, la Fédération du commerce imposa un blocus illégal autour de Naboo, une planète paisible, peu préparée à la guerre. Le chancelier suprême de la République envoya 2 Jedi négocier une résolution pacifique. Ces 2 Jedi étaient Qui-Gon Jinn, un maître expérimenté
connu pour son indépendance d'esprit et son mépris tranquille des règles du conseil, et son apprenti, un jeune homme sérieux du nom d'Obi-Wan Kenobi. Les négociations échouèrent. La Fédération tenta d'assassiner les deux Jedi. Une guerre commença, une reine fut sauvée, et au milieu de cette fuite précipitée à travers la galaxie, le vaisseau des fugitifs tomba en panne de moteur au-dessus d'une planète poussiéreuse de la bordure extérieure. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas planifié. C'était, en apparence, un simple accident mécanique. Mais rien, absolument rien, dans cette rencontre ne serait un accident. Qui-Gon se rendit à Mos Espa pour trouver les pièces nécessaires à la réparation. C'est là, dans l'atelier poussiéreux de Watto, qu'il rencontra un petit garçon aux yeux d'un bleu perçant qui parlait de pod racing avec une assurance étrange pour son âge et qui, sans que le garçon en ait la moindre idée, dégageait dans la force une présence que Qui-Gon n'avait jamais ressentie chez personne. Voilà le truc avec Qui-Gon Jinn. Il croyait à la prophétie d'un élu qui ramènerait l'équilibre dans la force. La plupart des Jedi considéraient cette prophétie comme une légende ancienne, une curiosité théologique sans application pratique. Qui-Gon, lui, y croyait sincèrement. Et en regardant cet enfant esclave manier des outils avec une précision surnaturelle, il commença à se demander s'il n'avait pas, par le plus grand des hasards, trouvé exactement ce qu'il cherchait sans le savoir. Il fit tester le sang de l'enfant. Le résultat dépassa tout ce qu'il avait imaginé. Plus de midi-chloriens que Yoda. Plus que n'importe quel Jedi, vivant ou mort. Qui-Gon sut, à cet instant précis, qu'il tenait entre les mains quelque chose qui allait changer l'histoire de l'ordre. Il ne pouvait pas encore savoir dans quelle direction. Mais il y avait un problème. Anakin était un esclave. Les Jedi ne pouvaient légalement pas simplement l'acheter et l'emmener. L'esclavage était une pratique tolérée sur les mondes de la bordure extérieure, hors de portée de la loi républicaine, et Watto n'avait aucune intention de céder sa marchandise la plus précieuse sans contrepartie. La contrepartie se présenta sous la forme d'un pari. Anakin, malgré son jeune âge, s'était porté volontaire pour piloter dans la grande course Bunta Eve, l'un des événements sportifs les plus dangereux de la planète. Il n'avait jamais terminé une course auparavant, son pod s'était toujours brisé avant la ligne d'arrivée, généralement à cause du sabotage d'un concurrent. Mais Qui-Gon, en utilisant des talents de persuasion qui frôlaient la manipulation directe de l'esprit de Watto, négocia un arrangement. Si Anakin gagnait la course, l'enfant serait libre. Et sa mère avec lui. Watto refusa de libérer les deux. Un seul, l'enfant, pas la mère. Shmi accepta ce marché sans hésiter. Elle voulait que son fils ait une chance, même si cela signifiait rester elle-même esclave, même si cela signifiait probablement ne jamais le revoir. C'était le genre de sacrifice qui, des années plus tard, résonnerait dans chaque décision catastrophique que prendrait son fils. Il ne l'oublierait jamais. Il ne lui pardonnerait jamais vraiment de l'avoir laissé derrière. La course eut lieu contre toute attente, contre toute probabilité statistique raisonnable. Un garçon de 9 ans, pilotant un pod bricolé de ses propres mains, devint le premier humain de l'histoire à terminer et à gagner la course Bunta Eve. Watto, furieux mais lié par sa parole, libéra l'enfant. Anakin dit au revoir à sa mère sur le tarmac poussiéreux de Mos Espa. Il lui promit de revenir, de la libérer aussi, un jour. C'était une promesse d'enfant, prononcée avec toute la sincérité désespérée d'un enfant. Mais rappelez-vous cette scène. Elle allait hanter toute la suite de cette histoire. Il ne devait pas la revoir avant des années. Et quand il la reverrait, ce serait dans les pires circonstances imaginables. Le vaisseau quitta Tatooine avec, à son bord, un enfant esclave devenu, en l'espace d'une course de pod, l'espoir le plus improbable de l'ordre Jedi tout entier. Personne, sur ce vaisseau, ne se doutait de ce que cet espoir allait finalement coûter. L'ordre Jedi ne récompensait pas facilement la foi de Qui-Gon. Amené devant le Conseil Jedi sur Coruscant, Anakin fut examiné, testé, sondé.
Yoda lui-même interrogea l'enfant sur ses peurs, sa colère, son attachement à sa mère laissé derrière. L'enfant répondit avec une honnêteté touchante. Oui, il avait peur de ne jamais revoir sa mère. Oui, cela le rendait triste. Cette honnêteté le condamna aux yeux du conseil. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. C'était la doctrine fondamentale de l'ordre, répétée depuis des générations, une chaîne causale simple que Yoda récitait comme une évidence absolue. Un enfant de 9 ans, déjà attaché émotionnellement, déjà porteur d'une peur identifiable, représentait pour le conseil un risque inacceptable. Trop âgé pour commencer l'entraînement sans porter le poids de ses attachements. Trop dangereux potentiellement, si cette peur devait un jour se transformer en autre chose. Le conseil refusa de l'entraîner. Qui-Gon, têtu comme toujours, refusa d'accepter ce refus. Il fit une promesse au conseil, contre son propre jugement collectif. Il entraînerait lui-même l'enfant, en tant qu'apprenti personnel, en dehors du système traditionnel. Le conseil, réticent, laissa faire. Après tout, Qui-Gon avait toujours été du genre à suivre son propre chemin. Cette promesse ne serait jamais tenue de la manière prévue. La guerre pour Naboo continua. Un seigneur Sith nommé Darth Maul, le premier de son espèce à se révéler en un millénaire, traqua les Jedi jusqu'à la surface de Naboo. Un duel au sabre laser d'une violence inouïe opposa Qui-Gon et Obi-Wan à cette créature tatouée de rouge et de noir dans les couloirs du palais énergétique de Naboo. Qui-Gon perdit ce duel. Maul le transperça alors qu'un champ de force les séparait momentanément de son apprenti. Obi-Wan, submergé par la rage et le chagrin, se jeta dans un combat désespéré contre Maul et, dans un geste d'une audace remarquable, le trancha en deux, l'envoyant chuter dans un puits d'énergie. Personne ne savait, à cet instant, que ce Sith allait, contre toute attente, survivre. Mais ce n'était pas le problème immédiat. Le problème immédiat, c'était Qui-Gon, mourant sur le sol froid du palais, murmurant à Obi-Wan avec ses derniers souffles une requête impossible à refuser. Il lui demanda de terminer l'entraînement de l'enfant. Il insista, avec la certitude tranquille des mourants, qu'Anakin était l'élu. Obi-Wan promit. C'est ainsi qu'un padawan de 25 ans à peine promu chevalier se retrouva, du jour au lendemain, responsable de l'entraînement d'un enfant esclave de 9 ans, porteur de plus de puissance potentielle que quiconque dans l'histoire de l'ordre. Il n'avait ni l'expérience, ni, honnêtement, l'envie de ce rôle. Mais une promesse faite à un mourant n'est pas de celle qu'on trahit facilement. Le conseil, cette fois, céda. À contre-cœur, ils acceptèrent qu'Anakin entre dans l'ordre en tant qu'apprenti d'Obi-Wan Kenobi. Un bilan rapide de cette période. Une planète libérée d'un blocus illégal, une reine consolidée sur son trône, un Sith apparemment tué après un millénaire d'absence, un maître Jedi mort, et un enfant esclave, désormais padawan, séparé de sa mère, porteur d'un fardeau qu'aucun enfant de 9 ans ne devrait jamais porter. Mais voilà le truc. Cette victoire cachait une défaite bien plus vaste. Personne dans la République ne se doutait qu'un plan bien plus ancien et bien plus patient était déjà en marche, orchestré depuis les couloirs même du Sénat par un homme que tout le monde croyait être un allié loyal. Cet homme s'appelait Sheev Palpatine. Bref, nous y reviendrons. Beaucoup. L'entraînement d'Anakin commença dans des conditions difficiles. Obi-Wan, encore endeuillé par la mort de son propre maître, se retrouva à élever un enfant qu'il n'avait jamais voulu et dont la puissance brute dépassait déjà, à bien des égards, la sienne. Les deux développèrent une relation complexe, quelque part entre le père et le fils, le frère aîné et le frère cadet, le maître exigeant et l'élève rebelle. Ils s'aimaient profondément, ils se disputaient tout autant. Les 10 années qui suivirent se déroulèrent largement hors du regard de l'histoire officielle. Anakin grandit dans les couloirs du temple Jedi de Coruscant, y apprenant le maniement du sabre laser, la méditation, les enseignements de l'ordre.
Il excellait dans presque tout ce qu'il touchait. Un pilote naturel, un combattant précoce, un mécanicien de génie qui améliorait ses propres droïdes et vaisseaux avec une créativité que même les maîtres les plus expérimentés trouvaient remarquable. Mais il restait, sous cette compétence éclatante, quelque chose que les autres Padawans n'avaient pas. Une impatience. Une colère mal contenue qui affleurait dans les moments de frustration. Un sentiment persistant d'être différent, d'être jugé, d'être un cas particulier que le conseil surveillait avec une méfiance qu'il ne cherchait pas vraiment à cacher. Voyez-vous, les autres enfants du temple avaient commencé leur entraînement dès le berceau, ou presque. Anakin, lui, avait 9 ans de mémoire de Tatooine derrière lui. Le sable, la faim, sa mère, l'esclavage. Ses souvenirs ne s'effaçaient pas simplement parce qu'on lui avait donné une robe de Jedi et un sabre laser. Ils vivaient en lui, silencieux, attendant leur moment. Ce moment finirait par arriver, mais pas tout de suite. Pendant cette décennie, la galaxie elle-même continuait de dériver lentement vers la crise. La Fédération du commerce, humiliée sur Naboo, nourrissait un ressentiment qui, savamment attisé dans l'ombre par des mains que personne ne voyait, se transformerait en quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple blocus. Des systèmes entiers commençaient à murmurer leur mécontentement envers la bureaucratie paralysante du Sénat galactique. Et au centre de tout cela, Palpatine, désormais élu chancelier suprême dans le sillage de la crise de Naboo, consolidait patiemment une influence que personne ne songeait à questionner. Il restait un problème que personne, à ce stade, n'avait encore vu. Anakin approchait de ses 19 ans quand la République l'envoya, avec Obi-Wan, protéger une jeune sénatrice dont la vie était menacée par des assassins inconnus. Cette sénatrice, il l'avait rencontrée une seule fois, une décennie plus tôt, alors qu'elle-même n'était encore qu'une adolescente régnant sur Naboo pendant la crise du blocus. Elle s'appelait Padmé Amidala. Elle était brillante, déterminée, habituée depuis l'enfance à porter le poids de responsabilités écrasantes. Reine à 14 ans, sénatrice avant 25. Elle croyait en la démocratie avec une ferveur presque religieuse, une foi qui allait, ironiquement, s'effondrer précisément à cause de l'homme qu'elle était sur le point de rencontrer à nouveau. Anakin, lui, n'avait jamais oublié cette rencontre d'enfance. Il en avait fait, au fil des années, quelque chose de plus grand que ce qu'elle était vraiment. Un souvenir idéalisé, presque obsessionnel, d'une fille bien plus âgée que lui à l'époque, qu'il avait traitée avec gentillesse alors qu'il n'était qu'un esclave inconnu. Les retrouvailles furent immédiates et intenses. Trop intenses en réalité, pour un padawan censé rejeter l'attachement personnel comme une voie vers le côté obscur. Mais l'attachement, une fois qu'il s'installe, ne demande jamais la permission. Obi-Wan partit enquêter sur les origines de l'attentat contre Padmé, une piste qui le mena jusqu'à une planète effacée des cartes stellaires, Kamino, où il découvrit, avec une stupeur glaçante, une armée de plusieurs millions de soldats clonés, commandés depuis des années au nom d'un ancien maître Jedi mort, pour une guerre que personne, officiellement, n'avait encore déclarée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette armée avait été commandée 10 ans plus tôt, précisément à l'époque où lui-même terminait son propre entraînement, par un ordre qui n'existait déjà plus au moment de la commande. Quelqu'un, quelque part, avait planifié cette guerre bien avant qu'elle ne commence. Pendant ce temps, sur Tatooine, où Anakin avait escorté Padmé pour sa propre sécurité, quelque chose de bien plus personnel se préparait à briser l'équilibre fragile du jeune Padawan. Anakin fit des cauchemars, des visions répétées de sa mère en danger, souffrant, l'appelant. La force, chez lui, ne s'exprimait jamais de manière subtile, elle criait. Il finit par céder à l'angoisse et retourna, seul, dans la ferme où avait vécu Shmi. Il découvrit qu'elle n'était plus esclave de Watto. Le Toïdarien l'avait vendue, ou perdu au jeu, les récits divergent, à un fermier nommé Cliegg Lars, qui l'avait libérée et épousée. Shmi avait, pendant les années où son fils apprenait à manier un sabre laser sur Coruscant,
construit une vie nouvelle, modeste mais réelle, avec un mari qui l'aimait et un beau-fils qui la considérait comme sa propre mère. Mais Klieg lui apprit une nouvelle terrible. Un mois plus tôt, des pillards Tuskens avaient capturé Shmi lors d'une sortie en dehors de la ferme. Il avait organisé une expédition de sauvetage. Elle avait échoué. La plupart des hommes envoyés à sa recherche n'étaient jamais revenus. Il n'avait plus la force physique de recommencer. Anakin partit seul, dans la nuit, à la recherche de sa mère. Il la trouva dans un camp Tusken, attachée entre deux poteaux, torturée depuis des semaines, à peine reconnaissable. Elle survécut juste assez longtemps pour le voir une dernière fois, pour prononcer quelques mots d'amour avant de mourir dans ses bras. Ce qui se passa ensuite allait rester, pour le reste de sa vie, l'un des secrets les plus lourds qu'Anakin porterait jamais. Il se retourna vers le camp Tusken, et il tua tout le monde. Pas seulement les guerriers, les femmes, les enfants. Tout être vivant présent dans ce campement périt sous son sabre, dans une frénésie qu'il décrirait plus tard, dans un moment de confession brute à Padmé, comme quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, quelque chose qui l'avait submergé entièrement. Il ne s'agissait pas d'un accident isolé. C'était la première fois que la colère, cette colère qu'il portait en lui depuis l'enfance, cette peur mal digérée que le Conseil avait identifiée 10 ans plus tôt, sans jamais réellement l'adresser, trouvait une expression totale et sans retenue. Personne ne le sut, sur le moment, en dehors de Padmé. Il n'y eut pas d'enquête, pas de conséquences institutionnelles. Un massacre entier de civils, effacé du dossier officiel d'un jeune Jedi promis à un grand avenir. Rappelez-vous ce moment. Il ne serait pas le dernier massacre commis par cet homme. Ce ne serait, tragiquement, qu'une répétition, à échelle réduite, de quelque chose de bien plus vaste qui l'attendait. Anakin enterra sa mère à la ferme Lars. La promesse qu'il lui avait faite 10 ans plus tôt, de revenir la libérer, n'avait jamais été tenue à temps. Il arriva trop tard. Cette culpabilité allait le hanter pour le reste de sa vie, se transformant peu à peu en une terreur obsessionnelle de perdre à nouveau quelqu'un qu'il aimait sans pouvoir l'en empêcher. Cette terreur, plus que toute autre chose, allait décider de son destin. Pendant ce temps, Obi-Wan, capturé sur Geonosis en enquêtant sur les origines de l'armée clone, découvrit l'existence d'une alliance de systèmes séparatistes préparant une guerre ouverte contre la République, sous la direction secrète d'un ancien maître Jedi tombé dans le côté obscur, le comte Dooku. Ce que ni Obi-Wan ni Anakin ne savaient encore, c'est que Dooku lui-même n'était qu'un pion. Le véritable architecte de cette guerre siégeait au Sénat de Coruscant, dans le bureau même du chancelier, orchestrant les deux camps du conflit à venir avec une patience qui dépassait l'entendement. Anakin et Padmé partirent secourir Obi-Wan sur Geonosis. Ils furent tous deux capturés, condamnés à l'exécution publique dans une arène, avant d'être sauvés in extremis par une intervention combinée de forces Jedi et, pour la première fois dans l'histoire de la République, d'une armée entière de clones. La bataille de Geonosis marqua le début officiel des guerres des clones. Anakin, dans cette bataille, affronta le comte Dooku en duel et en sortit vaincu, mutilé, son bras droit tranché par le sabre de son adversaire. Ce fut la première blessure grave de sa carrière de guerrier, la première fois que son corps porterait la marque irréversible d'un combat perdu. On lui installa une prothèse mécanique. Ce ne serait pas la dernière. Un bilan des dégâts s'impose à ce stade. Des milliers de droïdes de combat séparatistes détruits sur Geonosis. Des centaines de clones républicains tombés dans leur premier engagement. Un maître Jedi mutilé face à un ennemi qui se révélerait bien plus dangereux que prévu. Et surtout, une guerre galactique tout juste déclarée qui allait durer 3 années et coûter des millions de vies. Une guerre que l'histoire retiendrait comme ayant été, du début à la fin, secrètement orchestrée par un seul homme des deux côtés du conflit à la fois. Personne ne le savait encore. Personne, sauf lui. Anakin et Padmé, quelques jours après la bataille, se marièrent en secret sur Naboo. Aucun témoin en dehors de C3PO et R2D2,
le droïde astromécanique fidèle qui avait accompagné Anakin depuis Tatooine. Un mariage interdit par le Code Jedi qui exigeait de ses membres qu'ils renoncent à tout attachement personnel intense. Un mariage qui, s'il était découvert, signifierait pour Anakin l'expulsion immédiate de l'ordre. Ils choisirent de garder ce secret, pensant pouvoir vivre une double vie indéfiniment. Cette décision, prise dans l'intimité tranquille d'un lac de Naboo, allait se révéler l'une des plus catastrophiques de toute cette histoire. Anakin Skywalker était désormais un chevalier promis, un mari secret, un fils endeuillé portant la culpabilité d'un massacre que personne ne connaissait, et un jeune homme dont la colère et la peur de la perte n'avaient fait que s'aggraver, jamais diminuer. La guerre venait de commencer. Elle allait durer 3 ans. Et quelque part sur Coruscant, un homme au sourire chaleureux et à la patience infinie observait ce jeune Jedi brisé, avec un intérêt qui n'avait rien de fortuit. Il attendait son heure depuis des décennies. Elle approchait enfin. La guerre est l'art de transformer l'inévitable en accident. Personne, au Sénat, ne pensait avoir déclaré une guerre planifiée. Il pensait répondre à une crise. C'est précisément ainsi que fonctionnent les guerres les mieux orchestrées. Elles ne ressemblent jamais à un plan. Elles ressemblent à une nécessité. La guerre des clones allait durer 3 ans, ravager des centaines de mondes et coûter la vie à des millions de soldats clonés produits en masse sur une planète que la plupart des citoyens de la République ne pourraient jamais localiser sur une carte. Elle allait aussi, incidemment, servir de couverture parfaite à la plus grande manipulation politique de l'histoire galactique. Mais ça, personne ne le comprendrait avant qu'il ne soit beaucoup trop tard. Anakin Skywalker, désormais chevalier Jedi malgré son bras mécanique tout neuf, se retrouva propulsé général de la République à seulement 20 ans. Un âge ridicule pour un tel commandement. Mais la guerre ne se souciait pas de l'âge, seulement des résultats. Et Anakin, voyez-vous, obtenait des résultats. Il devint rapidement l'un des commandants militaires les plus efficaces de toute la République. Ses tactiques étaient audacieuses, souvent imprudentes, parfois carrément suicidaires sur le papier. Elles fonctionnaient presque toujours. Les Holonews le surnommèrent le « héros sans peur ». Le surnom lui plaisait beaucoup trop pour quelqu'un censé avoir renoncé à l'orgueil. Obi-Wan, désormais maître Jedi et membre siégeant occasionnellement au Conseil, resta son partenaire de guerre le plus fréquent. Leur relation avait mûri en quelque chose qui ressemblait à une véritable fraternité de combat. Confiance totale, sarcasme constant, disputes fréquentes sur la prudence tactique. Obi-Wan planifiait, Anakin improvisait. Ensemble, ils remportaient des batailles que personne d'autre n'aurait tentées. Mais il y avait un troisième membre de cette équation, et son arrivée allait tout changer. Le Conseil Jedi assigna à Anakin une padawan, une jeune Togruta de 14 ans du nom d'Ahsoka Tano, à la peau orange et aux marques blanches caractéristiques de son espèce, dotée d'une confiance en elle qui frôlait l'insolence et d'un talent brut que même les maîtres les plus sceptiques ne pouvaient ignorer. Anakin ne voulait pas d'apprenti. Il se sentait lui-même encore trop jeune, trop instable, pas prêt à porter la responsabilité d'une autre vie. Le Conseil, comme souvent avec lui, ne lui demanda pas son avis. Ahsoka le surnomma Sky Guy dès leur première mission ensemble. Il la surnomma Snips en référence directe à son caractère bien trempé. Ce qui commença comme une contrainte imposée devint, au fil des batailles partagées, quelque chose d'authentiquement paternel. Anakin, qui avait perdu sa mère et n'aurait ses propres enfants que des années plus tard, trouva en Ahsoka la première relation stable et non romantique de toute son existence adulte. Cela allait avoir de l'importance. Beaucoup d'importance. Rappelez-vous ce nom. Pendant ce temps, à des millions de kilomètres du front, un autre lien se resserrait dans l'ombre. Le chancelier Palpatine avait pris, depuis les premiers jours du conflit, une habitude inhabituelle. Il convoquait fréquemment le jeune général Skywalker pour des conversations privées, officiellement pour obtenir des rapports militaires directs, officieusement pour bien autre chose.
Palpatine était un vieil homme d'apparence bienveillante, doté d'une patience presque inhumaine et d'une capacité extraordinaire à faire sentir à chacun de ses interlocuteurs qu'il était la personne la plus importante de la pièce. C'était, bien entendu, un talent minutieusement cultivé. Il n'était pas un simple politicien habile, il était Dark Sidious, seigneur noir des Sith, héritier d'une lignée de pouvoir ancienne et secrète, et il travaillait depuis des décennies à démanteler la République de l'intérieur tout en portant son masque le plus convaincant. Sidious avait choisi Anakin bien avant que quiconque ne pose les yeux sur cet enfant à Tatooine. Il avait même, selon certaines théories jamais confirmées par l'Ordre, orchestré indirectement les circonstances mêmes de sa conception. Il voyait dans ce garçon exactement ce que Qui-Gon avait vu, un potentiel de puissance sans précédent. Mais là où Qui-Gon voyait l'élu de la prophétie, Sidious voyait un instrument. Un apprenti Sith en devenir, encore ignorant de sa propre destinée. Sa stratégie fut d'une patience remarquable. Il ne tenta jamais de convertir Anakin par la force ou la menace. Il devint, à la place, un confident. Un mentor bienveillant qui écoutait sans juger. Un homme qui, contrairement aux membres rigides du Conseil Jedi, semblait vraiment comprendre les peurs et les frustrations du jeune général. Voilà le truc avec la manipulation la plus efficace. Elle ne ressemble jamais à de la manipulation. Elle ressemble à de l'amitié. Pendant que cette relation empoisonnée se développait lentement à Coruscant, la guerre elle-même s'étendait sur des centaines de fronts simultanés. Résumons rapidement l'essentiel, parce qu'un narrateur documentaire n'a pas besoin de décrire chaque bataille pour transmettre leur poids cumulé. Anakin combattit sur Christophe VI, où il rencontra pour la première fois Ahsoka au beau milieu d'un siège. Il combattit sur Tête pour sauver le fils kidnappé de Jabba le Hutt dans une tentative d'alliance diplomatique désespérée. Il combattit sur Ryloth, libérant une planète entière de l'occupation séparatiste au prix de pertes considérables parmi les clones sous son commandement. Il combattit sur Umbara, où un commandant clone renégat tenta de le faire exécuter pour insubordination, un épisode qui révéla à quel point les soldats clones, malgré leur conditionnement, pouvaient développer des personnalités et des loyautés individuelles bien au-delà de ce que prévoyait leur créateur. Chaque bataille laissait une marque. Un compte précis serait impossible à établir, mais les archives militaires de la République, dans les années qui suivirent la guerre, estimèrent les pertes clones totales à plusieurs millions d'unités. Des mondes entiers changèrent de main plusieurs fois. Des systèmes économiques entiers s'effondrèrent sous le poids du conflit. Pensez-y, une guerre menée en grande partie par des soldats qui n'avaient jamais choisi d'exister, encore moins de mourir, pour une cause dont l'origine réelle leur était entièrement dissimulée. Anakin lui-même changea sous ce poids. Chaque bataille gagnée renforçait sa réputation, mais aussi son arrogance. Chaque perte, chaque soldat mort sous son commandement, renforçait une culpabilité rongeante qu'il ne partageait avec presque personne. Il commença à considérer les règles du Conseil comme des obstacles bureaucratiques plutôt que comme une sagesse à respecter. Il commença, plus dangereusement encore, à se considérer lui-même comme la seule personne réellement capable de protéger ceux qu'il aimait. Cette croyance allait devenir le fondement psychologique de tout ce qui suivrait. Padmé, pendant ce temps, continuait sa carrière de sénatrice, luttant contre l'expansion continue des pouvoirs d'urgence accordés au chancelier, sans jamais soupçonner que l'homme dont elle contestait l'autorité grandissante était le mari secret de son propre mari militaire. La situation aurait été comique si elle n'avait pas été si dangereusement instable. Un triangle impossible. Une sénatrice pacifiste, un général de guerre secrètement marié à elle, et un chancelier Sith orchestrant les deux côtés du conflit, tout en cultivant méthodiquement la confiance du général. Ce n'était pas un simple mariage tendu par la distance. C'était une bombe à retardement construite sur des mensonges superposés. Mais la vraie fissure allait venir d'ailleurs. Ahsoka Tano, après 3 ans de service loyal et de bravoure exemplaire au front, fut accusée à tort d'un attentat terroriste au Temple Jedi. Les preuves, savamment fabriquées, pointaient toutes vers elle. Le Conseil, dans un moment de jugement collectif qui resterait l'une des pires décisions de leur histoire récente, l'expulsa de l'ordre
avant même la tenue d'un procès, la livrant aux autorités militaires de la République pour y être jugé. Anakin se démena pour prouver son innocence. Il finit par découvrir la véritable coupable, sa propre camarade padawan devenue instable, Barry Sophie, désillusionnée par la guerre au point de commettre elle-même l'attentat pour dénoncer la corruption morale de l'ordre qui, selon elle, avait abandonné ses principes pacifistes pour devenir une simple machine de guerre. Ahsoka fut innocentée. Le Conseil, dans un geste de contrition tardive, lui offrit de réintégrer l'ordre. Elle refusa. Ce refus stupéfia tout le monde, Anakin le premier. Elle expliqua, simplement, qu'elle ne pouvait plus faire confiance à une institution qui l'avait abandonnée si rapidement, si facilement, sans même attendre les preuves. Elle quitta le temple ce jour-là et disparut de la vie active d'Anakin. Comprenez bien ce que cela représenta pour lui. La seule relation stable, non romantique, presque paternelle de sa vie adulte venait de se briser, à cause précisément de l'institution même censée le guider. Une graine de méfiance profonde envers le Conseil s'enracina ce jour-là, une méfiance qui ne ferait que grandir. Et le Conseil, ironiquement, continuait de son côté à se méfier de lui exactement pour les mêmes raisons qu'il y a 15 ans. Trop attaché, trop imprévisible, trop dangereux. Personne ne comprenait qu'ils étaient tous en train de construire, brique par brique, sans le vouloir, exactement le monstre qu'ils redoutaient le plus. La guerre continua encore. Mais quelque chose, désormais, avait changé de nature. Il existe une différence entre craindre de perdre et savoir qu'on va perdre. Anakin commença à faire des rêves, des visions en réalité, aussi vives et douloureuses que celles qui l'avaient conduit à sa mère mourante des années plus tôt. Dans ces visions, Padmé mourait en couches, hurlant son nom, tandis qu'il se tenait impuissant à ses côtés. Il ne savait pas encore, au moment où ces visions commencèrent, que Padmé était réellement enceinte. Quand elle le lui annonça, la joie initiale se mêla immédiatement à une terreur pure. Les mêmes visions qu'il avait hantées à propos de sa mère revenaient désormais, identiques dans leur structure, appliquées à sa femme. Il ne pouvait en parler à personne au sein de l'ordre sans révéler à la fois son mariage interdit et la grossesse elle-même. Il se retrouva seul avec cette terreur, incapable de la partager avec les personnes mêmes censées le guider spirituellement. Sauf une. Palpatine, sentant l'angoisse de son jeune protégé, commença à distiller, lentement, prudemment, des fragments d'une légende sith ancienne, celle de Darth Plagueis, un seigneur sith d'une puissance si grande qu'il avait, disait-on, appris à manipuler la force elle-même pour empêcher la mort de ceux qu'il aimait. Il ne dit jamais explicitement à Anakin de rejoindre les Sith. Il n'en avait pas besoin. Il plantait simplement une graine, laissant le désespoir d'Anakin faire le reste du travail. Voilà le truc avec le côté obscur. Personne n'y tombe en pensant faire le mal. On y tombe en pensant sauver quelqu'un. Pendant ce temps, un autre fil narratif approchait de son dénouement. Le comte Dooku, apprenti Sith de Sidious depuis des décennies, avait rempli son rôle. Déclencher la guerre, fournir un ennemi crédible, maintenir le chaos nécessaire à l'accumulation de pouvoir de son maître. Mais un apprenti Sith, par tradition, ne survit jamais à l'ascension du suivant. Anakin et Obi-Wan furent envoyés secourir le chancelier Palpatine lui-même, kidnappé, en apparence, par le général droïde Grievous au-dessus de Coruscant. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce kidnapping était entièrement orchestré par Sidious lui-même, un dernier test soigneusement conçu pour son apprenti désigné. Anakin affronta Dooku en duel à bord du vaisseau amiral séparatiste. Le combat fut bref et brutal. Anakin, dans une rage qu'il peinait de plus en plus à contrôler, trancha les deux mains du comte, le laissant désarmé et à sa merci. Palpatine, observant la scène, encouragea calmement son jeune sauveur à terminer le travail. Il lui rappela que Dooku était trop dangereux pour être laissé en vie, qu'il devait être exécuté sur le champ. Anakin hésita.
Un Jedi n'exécute pas un prisonnier désarmé. C'était l'une des lignes les plus fondamentales de tout le code qu'on lui avait enseigné depuis l'enfance. Il l'a franchi quand même. Il trancha la tête de Dooku d'un seul coup, dans un silence que même Palpatine sembla, un instant, savourer intérieurement. C'était la deuxième fois qu'Anakin tuait dans une rage incontrôlée. La première fois, c'était un camp entier de civils sans défense. Cette fois, c'était un ennemi désarmé, exécuté sur l'ordre implicite de l'homme le plus puissant de la République. Ce n'était pas un accident isolé, c'était un schéma. Et Sidious venait, à cet instant précis, d'éliminer son ancien apprenti tout en poussant son futur apprenti un pas de plus vers l'abîme. 2 objectifs, un seul geste. Voilà la genre d'efficacité qui distingue les véritables maîtres manipulateurs des simples opportunistes. Anakin retourna sur Coruscant en héros, une fois de plus. Il fut promu au Conseil Jedi lui-même en reconnaissance de ses exploits et de son rôle central dans le sauvetage du chancelier. Mais le Conseil, dans un geste qui allait s'avérer être l'une des erreurs les plus coûteuses de son histoire, refusa de lui accorder le rang de maître qui accompagnait généralement un tel siège. Il voulait sa présence au Conseil. Palpatine, en réalité, avait insisté pour que son protégé y siège, un geste que le Conseil interpréta comme une ingérence politique inquiétante, mais il ne lui faisait toujours pas entièrement confiance. Un siège sans le rang, une reconnaissance sans le respect complet qui l'accompagnait. Anakin ressentit cette décision comme une insulte profonde. Encore une fois, après tout ce qu'il avait sacrifié, après tout ce qu'il avait accompli, l'ordre trouvait un moyen de lui rappeler qu'il restait, à leurs yeux, différent, suspect, pas tout à fait l'un des leurs. Le Conseil, de leur côté, lui demanda également d'espionner discrètement le chancelier lui-même, dont l'accumulation continue de pouvoirs d'urgence commençait sérieusement à inquiéter les Jedi les plus sages. Réfléchissez à la position impossible dans laquelle cela plaçait Anakin. On lui demandait d'espionner l'homme qu'il considérait comme son plus proche confident, la seule personne à qui il pouvait parler librement de ses peurs concernant Padmé, sans jamais lui dire pourquoi le Conseil se méfiait de lui. Un homme tiraillé entre 2 paires de substitutions, l'un authentique mais distant, l'autre manipulateur mais chaleureux. Devinez lequel gagna sa confiance. Les mois suivants virent Anakin s'enfoncer plus profondément dans cette double vie insoutenable. Ses visions de Padmé mourante s'intensifièrent. Sa méfiance envers le Conseil grandit. Sa dépendance émotionnelle envers Palpatine, désormais son unique confident, devint presque totale. Puis vint la nuit où tout bascula. Anakin, désespéré, finit par se confier entièrement à Palpatine à propos de ses visions. Le vieil homme, avec une patience théâtrale parfaitement calculée, lui raconta enfin l'histoire complète de Darth Plagueis le Sage. Comment ce seigneur Sith avait maîtrisé un pouvoir si absolu qu'il pouvait, disait la légende, empêcher ceux qu'il aimait de mourir. Il ajouta, comme négligemment, que ce savoir était unique aux Sith, à jamais perdu pour les Jedi. Anakin comprit, à cet instant, ce que Palpatine essayait réellement de lui dire. Il quitta la pièce, bouleversé, et se rendit directement au temple pour rapporter la conversation à Maître Windu. Mace Windu, l'un des membres les plus puissants et les plus intransigeants du Conseil, saisit immédiatement l'implication. Il révéla à Anakin ce que le Conseil soupçonnait depuis un moment déjà, sans jamais avoir eu de preuves suffisantes. Le chancelier Palpatine était lui-même un seigneur Sith. Le seigneur Sith. Celui qu'il recherchait depuis des décennies. Windu ordonna à Anakin de rester au temple, pendant que lui-même, accompagné de 3 autres maîtres, partait arrêter le chancelier. Anakin resta seul, dans le silence du temple, confronté à la révélation la plus dévastatrice de toute son existence. L'homme qui lui avait promis un moyen de sauver Padmé était un Sith. Et le Conseil s'apprêtait à le tuer, emportant avec lui le seul espoir, aussi mensonger fût-il, de sauver la vie de sa femme.
Ce n'était plus une question de loyauté institutionnelle. C'était devenu, dans l'esprit d'Anakin, une question de vie ou de mort pour la personne qu'il aimait le plus au monde. Il se précipita vers le bureau du chancelier. Mace Windu affronta Palpatine seul, les 3 autres maîtres ayant péri en quelques secondes face à la véritable puissance du Seigneur Sith, longtemps dissimulée sous des décennies de politesse chancelante. Windu, l'un des rares combattants capables de rivaliser réellement avec Sidious au sabre laser, finit par prendre le dessus, désarmant son adversaire et le poussant au bord d'une fenêtre brisée du haut gratte-ciel. C'est à cet instant précis qu'Anakin fit irruption dans la pièce. Il découvrit Palpatine, apparemment vaincu, suppliant faiblement, tandis que Windu, sabre levé, s'apprêtait à l'exécuter. Windu expliqua qu'il devait mourir immédiatement, trop dangereux pour être jugé, trop puissant pour être emprisonné. La même logique, remarquez-le, qu'Anakin lui-même avait déjà appliquée au comte Dooku quelques mois plus tôt, sur les conseils de cet homme même qu'on s'apprêtait maintenant à exécuter. Anakin, tiraillé, supplia Windu de l'épargner, insistant sur le fait qu'il méritait un procès, que c'était la voie Jedi. Windu refusa d'écouter. Il leva son sabre pour porter le coup fatal. Et c'est là qu'Anakin trancha le bras du maître Jedi. Sidious, libéré de la menace, déchaîna instantanément des éclairs de force sur Windu, le projetant à travers la fenêtre brisée dans le vide de Coruscant, des centaines d'étages plus bas. Le silence qui suivit dura une éternité. Anakin se tenait là, tremblant, réalisant progressivement la portée irréversible de ce qu'il venait de faire. Il n'avait pas seulement désobéi au conseil, il n'avait pas seulement laissé mourir l'un des maîtres les plus respectés de l'ordre. Il avait, dans les faits, sauvé la vie d'un seigneur Sith au détriment d'un Jedi. Il n'y avait plus de retour possible. Sidious, avec la patience d'un homme qui attendait ce moment précis depuis des décennies, offrit à Anakin exactement ce qu'il était venu chercher, le pouvoir de sauver Padmé. Il n'avait qu'à se soumettre, qu'à devenir son apprenti. Anakin s'agenouilla. Sidious le baptisa d'un nouveau nom, un nom Sith qui allait remplacer, dans les mémoires de la galaxie entière, tout ce qu'Anakin Skywalker avait jamais été. Darth Vader. Ce n'était pas simplement un changement de nom, c'était une exécution symbolique. Le jeune esclave de Tatooine, le pilote prodige, le chevalier héroïque, l'époux secret, le mentor aimant d'Ahsoka Tano, tout cela venait de mourir dans ce bureau, remplacé par quelque chose de nouveau, quelque chose que même Sidious lui-même ne contrôlerait jamais aussi entièrement qu'il l'espérait. Bilan de cette seule soirée, 3 maîtres Jedi morts en quelques secondes, un 4e précipité dans le vide, un chevalier de la République transformé en apprenti Sith, et une opération bien plus vaste, méticuleusement préparée depuis des années, sur le point d'entrer dans sa phase finale. Cette phase avait un nom simple, presque anodin, Ordre 66. Depuis des années, dissimulée dans le code génétique même des soldats clones, une directive secrète attendait son activation. Un implant comportemental, installé lors de leur création sur Kamino sans qu'aucun clone n'en soit conscient, programmé pour se déclencher sur un seul signal précis, l'Ordre 66, prononcé par le chancelier suprême lui-même, désignant automatiquement tous les Jedi comme des traîtres à exécuter sur le champ. Cette nuit-là, à travers des centaines de mondes simultanément, sur chaque front de la guerre des clones, des soldats qui avaient combattu aux côtés de leurs généraux Jedi pendant 3 ans, qui avaient développé pour beaucoup une véritable loyauté et une amitié envers eux, se retournèrent en un instant contre ces mêmes généraux et les abattirent sans hésitation, sans procès, sans même la conscience apparente de trahir quoi que ce soit. Pendant ce temps sur Coruscant, voilà exactement le genre de découpe parallèle qu'exige ce moment de l'histoire, parce que 2 événements se déroulaient simultanément, l'un sur le champ de bataille galactique, l'autre dans les couloirs même du pouvoir sacré de l'Ordre Jedi. Vader, désormais pleinement soumis à son nouveau maître, reçut sa première mission, se rendre au Temple Jedi lui-même à la tête d'un bataillon entier de clones du 501e et exécuter tous les êtres présents à l'intérieur.
y compris les enfants. Le temple abritait, à cette époque, plusieurs dizaines de jeunes initiés, des enfants de tous âges en cours d'entraînement, bien trop jeunes pour représenter la moindre menace militaire. Vader ne recula pas. L'image qui allait hanter la galaxie pour les décennies suivantes, un homme autrefois considéré comme l'élu de la prophétie, avançant sabre laser à la main à travers les couloirs sacrés du temple, tandis que des enfants terrifiés couraient se cacher, se déroula cette nuit-là, sans témoin extérieur capable d'en informer le reste de la galaxie. Ce n'était plus le massacre impulsif d'un camp tusken, commis dans un accès de rage incontrôlé face à la mort de sa mère. Ceci était froid, délibéré. Une mission acceptée et exécutée avec la précision méthodique d'un soldat obéissant à des ordres. Le troisième massacre commis par cet homme. Le pire, et de loin. Pendant ce temps, Obi-Wan Kenobi, encore sur le front, reçut lui-même l'ordre 66 de la part des clones sous son propre commandement, dont son fidèle commandant Cody. Il survécut de justesse, sauvé par un sursaut d'hésitation dans le tir de son propre soldat. Un détail que même les archives officielles ne parvinrent jamais entièrement à expliquer. Yoda, sur un autre front, survécut également, se battant contre une armée entière de clones avant de s'échapper vers un vaisseau en fuite. Les deux maîtres se retrouvèrent, séparément mais presque simultanément, avec la même intuition glaçante. Quelque chose de bien plus vaste que la mutinerie des clones était en train de se produire. Ils se rendirent tous deux, indépendamment, vers le temple Jedi de Coruscant. Ce qu'ils y trouvèrent dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Un bilan de cette seule nuit à l'échelle galactique. Sur les 10 000 Jedi environ que comptait l'Ordre avant l'Ordre 66, il n'en resta, dans les jours qui suivirent, qu'une poignée de survivants dispersés à travers la galaxie, traqués sans relâche par des unités spéciales nouvellement créées et surnommés les chasseurs de primes de l'Empire. 10 000 personnes, une tradition vieille de 25 000 ans, effacée en une seule nuit coordonnée. Pensez-y, Yoda et Obi-Wan, découvrant les enregistrements de sécurité du temple, virent tous deux, dans une horreur silencieuse, ce que leur ancien frère d'armes, leur ancien élève, était devenu. Ils virent Vader marcher à travers les couloirs, sabre laser activé, vers les jeunes initiés qui suppliaient pour leur vie. Obi-Wan refusa d'y croire au premier visionnage. Il insista pour que Yoda repasse l'enregistrement une seconde fois, comme si la répétition allait révéler une erreur, un piège, n'importe quelle explication qui ne serait pas celle, évidente, qui s'imposait déjà à lui. Il n'y en avait pas. Pendant ce temps, sur Coruscant, le Sénat galactique tout entier, terrifié et désinformé, écouta le chancelier Palpatine annoncer publiquement que les Jedi avaient tenté un coup d'État contre la République et que cette trahison avait été justement matée. Il annonça, dans la foulée, la transformation officielle de la République en premier empire galactique, avec lui-même comme empereur pour, disait-il, garantir une sécurité durable et permanente. L'assemblée entière se leva et applaudit. Ce n'était pas de la naïveté collective. C'était la conclusion logique de décennies de manipulations méticuleuses, une guerre orchestrée pour créer la peur nécessaire, une bureaucratie affaiblie exactement au moment critique et un bouc émissaire parfaitement crédible dans les Jedi eux-mêmes, dont les pouvoirs mystérieux avaient toujours suscité une méfiance latente parmi la population. Padmé, présente dans l'assemblée, observa cette scène avec une horreur grandissante. Elle se tourna vers sa collègue sénatrice et murmura ce qui deviendrait, bien plus tard, l'une des observations politiques les plus citées de toute l'histoire galactique. C'était ainsi que mourait la liberté. Sous un tonnerre d'applaudissements. Elle ne savait pas encore, à cet instant précis, que l'homme qui venait d'orchestrer cette chute était le mari qu'elle attendait chez elle, impatiente de lui annoncer une nouvelle qu'elle croyait encore joyeuse. Anakin Skywalker n'existait plus. Mais Padmé Amidala l'ignorait encore.
Cette ignorance n'allait pas durer longtemps. Vader retourna auprès d'elle cette même nuit, dissimulant encore son nouveau nom, sa nouvelle allégeance, les enfants qu'il venait de tuer. Il lui annonça une version édulcorée de la vérité. Le Conseil avait tenté un coup d'État, il avait dû choisir un camp, il avait choisi le chancelier. Padmé, horrifiée mais encore aveuglée par l'amour et l'espoir, le supplia de fuir avec elle, loin de tout cela, avant qu'il ne soit trop tard. Il refusa. Il croyait encore, à cet instant précis, pouvoir tout contrôler. Il croyait pouvoir utiliser son nouveau pouvoir pour protéger Padmé et l'enfant à venir, pour remodeler la galaxie selon une vision de paix imposée par la Force, une contradiction qu'il ne semblait pas voir. Obi-Wan, ayant appris d'Yoda la vérité complète sur l'identité du tueur d'enfants du Temple, se rendit chez Padmé pour découvrir ce qu'elle savait. Elle refusa d'abord de croire ce qu'il lui disait, avant de céder, terrassée, à l'évidence de sa propre intuition tue depuis des mois. Elle accepta, à contre-cœur, d'emmener Obi-Wan avec elle sur Mustafar, une planète volcanique où Vader, sur ordre de Sidious, venait d'être envoyé exécuter les derniers dirigeants séparatistes survivants, la touche finale d'un plan qui effaçait méthodiquement chaque témoin capable de révéler la vérité sur cette guerre orchestrée des deux côtés à la fois. Elle espérait encore, contre toute raison, pouvoir le sauver. Ce qui allait se passer sur Mustafar allait détruire ce qu'il restait d'Anakin Skywalker, littéralement autant que symboliquement. Padmé atterrit sur Mustafar, seule en apparence, Obi-Wan dissimulé dans la soute de son vaisseau. Elle affronta Vader sur une plateforme surplombant des rivières de lave, le suppliant de revenir avec elle, de choisir l'amour plutôt que le pouvoir. Il refusa encore. Il tenta, dans une logique tordue par des mois de manipulation et de terreur accumulée, de la convaincre de le rejoindre, de régner ensemble sur une galaxie qu'il venait tout juste de contribuer à asservir. C'est alors qu'il aperçut Obi-Wan descendre de la rampe du vaisseau. La rage et la trahison ressenties à cet instant, la certitude immédiate, bien qu'erronée, que Padmé l'avait trahi en amenant son ancien maître, le submergea entièrement. Il utilisa la force pour l'étrangler à distance, la laissant inconsciente sur le sol volcanique, avant de se tourner vers Obi-Wan avec une haine pure. Le duel qui suivit reste encore aujourd'hui l'un des affrontements au sabre laser les plus dévastateurs jamais enregistrés dans l'histoire galactique. Deux hommes qui s'étaient aimés comme un père et son fils, se combattant à mort au milieu des explosions volcaniques d'une planète en train de se déchirer littéralement autour d'eux. Obi-Wan le supplia, à plusieurs reprises, de renoncer, rappelant sans cesse qu'il était comme un frère pour lui, que Sidious l'avait manipulé, que rien de tout cela n'était encore irréversible. Vader répondit que les Jedi étaient désormais ses ennemis, qu'Obi-Wan aurait dû mourir avec les autres. Le combat les mena au bord d'une berge de lave où Obi-Wan, prenant position sur le terrain surélevé, avertit une dernière fois son ancien élève qu'il avait l'avantage absolu, que continuer serait suicidaire. Vader, aveuglé par sa rage, chargea quand même. Obi-Wan le trancha aux jambes et aux bras restants d'un seul mouvement précis. Vader s'effondra au bord même de la coulée de lave et les flammes commencèrent immédiatement à consumer ce qui restait de son corps. Obi-Wan, incapable de porter le coup final à l'homme qu'il avait aimé comme un frère, ramassa le sabre laser tombé d'Anakin et s'éloigna, le laissant brûler vivant, croyant sincèrement l'avoir laissé mourir. Ce ne fut pas le cas. Sidious, retrouvant son apprenti quelques instants plus tard, à peine vivant, mutilé au-delà de toute reconnaissance, prit la décision de le sauver. Non par amour, les Sith n'aiment jamais vraiment, mais par nécessité stratégique. Un instrument d'une telle puissance ne se remplace pas facilement. Ce qui restait d'Anakin Skywalker fut placé dans une armure noire mécanisée, un exosquelette respiratoire complexe conçu pour maintenir en vie ce qui, sans lui, se serait éteint depuis longtemps. Les poumons brûlés, incapables de respirer sans assistance permanente. Les membres presque entièrement remplacés par des prothèses mécaniques. Le visage dissimulé à jamais derrière un masque noir dont le souffle mécanique
allait devenir, pour toute une génération, le son même de la terreur. Darth Vader, tel que la galaxie le connaîtrait pour les décennies suivantes, venait de naître sur une table d'opération, dans les cris étouffés d'un homme découvrant, à son réveil, qu'il avait perdu jusqu'à son propre corps. Sa première question, en apprenant la nouvelle, concerna Padmé. Il demanda si elle allait bien. Sidious, avec une froideur calculée qui trahissait déjà tout ce que cette relation représentait vraiment, lui répondit qu'il l'avait tuée lui-même, dans un accès de rage incontrôlé. Ce n'était pas entièrement faux, mais ce n'était pas non plus la vérité complète. Pendant ce temps, sur Polis Massa, un astéroïde abritant une station médicale isolée, Padmé, en réalité toujours en vie mais mourante, mit au monde 2 jumeaux. Les médecins droïdes ne trouvèrent aucune raison médicale à sa mort imminente. Ses fonctions vitales étaient stables. Mais elle semblait, littéralement, avoir perdu la volonté de vivre. Elle prononça les prénoms de ses enfants avant de mourir. Luke pour le garçon, Leia pour la fille. Ces derniers mots, adressés à Obi-Wan présent à ses côtés, concernaient encore et toujours l'homme qu'elle refusait de croire entièrement perdu. Elle affirma qu'il restait encore du bon en lui. Elle le croyait sincèrement, jusqu'à son dernier souffle. Elle avait raison. Mais il faudrait 23 années supplémentaires et une guerre civile galactique entière avant que quiconque ne s'en aperçoive. Un bilan complet de cette période s'impose, parce que peu d'événements de l'histoire galactique concentrèrent autant de pertes en si peu de temps. 10 000 Jedi exterminés en quelques jours. Une république vieille de 1000 ans dissoute en une seule session sénatoriale. Un jeune général héroïque transformé en l'instrument militaire le plus craint de la galaxie. Une femme brillante, déterminée à sauver la démocratie jusqu'à son dernier souffle, morte, le cœur brisé, sans même savoir que son mari respirait encore, quelque part, enfermé dans une armure noire. Et 2 enfants, séparés à la naissance pour leur propre protection, envoyés grandir aux extrémités opposées de la galaxie, sans jamais savoir qui était réellement leur père. Obi-Wan emmena Luke sur Tatooine, la confiant à Owen et Beru Lars, la famille même où Anakin avait un jour enterré sa propre mère. Le symbolisme n'échappa à personne qui y réfléchit ensuite. Le fils de Vader grandirait précisément là où le père avait perdu la sienne, sur les mêmes terres arides, sous les mêmes 2 soleils. Bail Organa, sénateur loyal de Alderaan, adopta Leia comme sa propre fille, l'élevant dans le confort du pouvoir politique légitime, à l'opposé complet de l'enfance misérable de son père biologique. Yoda s'exila sur Dagobah, une planète marécageuse isolée, pour méditer sur l'échec catastrophique de l'ordre tout entier et attendre, dans une patience presque infinie, le moment où l'un de ses 2 enfants serait prêt à affronter ce que lui-même n'avait pas su empêcher. Obi-Wan s'exila également sur Tatooine, prenant le nom d'Eben Kenobi, veillant discrètement sur Luke depuis les dunes environnantes pendant 2 décennies entières, portant seul le poids d'avoir laissé mourir, croyait-il, l'homme qu'il avait aimé comme un frère. Darth Vader, quant à lui, se réveilla dans son armure, apprit la mort de sa femme et hurla un cri de rage et de désespoir qui résonna, dit-on, à travers les couloirs entiers du vaisseau médical impérial. Anakin Skywalker était mort ce jour-là, dans tous les sens qui comptaient vraiment. Ce qui restait, respirant désormais mécaniquement sous un masque noir, allait passer les 23 prochaines années à servir un maître qu'il avait manipulé depuis le premier jour, à chasser les derniers vestiges de l'ordre qu'il avait autrefois servi, et à ignorer complètement l'existence de 2 enfants qui, sans le savoir, portaient encore en eux tout ce qu'il avait un jour été. L'équilibre entre la lumière et les ténèbres venait de basculer aussi loin que possible d'un côté. Mais l'équilibre, voyez-vous, a une manière particulière de finir par se rétablir. Il faudrait simplement, cette fois, 2 décennies et 2 enfants nés du même sacrifice pour y parvenir. Certains hommes meurent une seule fois. Cet homme allait mourir 2 fois, à 23 ans d'intervalle, et seule la seconde mort compterait vraiment.
Pendant les 23 années qui suivirent à la naissance de l'Empire, Dark Vador devint le bras armé le plus redouté de la galaxie. Il traqua les survivants de l'Ordre Jedi un par un, à travers des dizaines de mondes, souvent aux côtés d'unités spécialisées appelées les Inquisiteurs, d'anciens Jedi eux-mêmes tombés dans l'ombre. Beaucoup de ses anciens frères d'armes moururent sous son sabre. D'autres échappèrent, se cachant sous des identités nouvelles, attendant un signal qui ne viendrait peut-être jamais. Résumons rapidement l'essentiel de ces 23 années, parce qu'aucune de ces chasses individuelles ne changea réellement le cours de l'histoire. Ce qui compta, ce fut le schéma. Un ordre entier, réduit à quelques dizaines de survivants dispersés, méthodiquement éliminés année après année, pendant qu'une galaxie entière apprenait à vivre sous la botte d'un empire qui se présentait comme le garant de l'ordre et de la sécurité. Vador lui-même changea peu pendant cette période. Il devint pour l'essentiel exactement ce que Sidious avait voulu créer, une arme. Efficace, obéissante, terrifiante. Mais voilà le truc avec les armes vivantes. Elles gardent, quelque part sous la surface, un fragment de ce qu'elles étaient avant. Ce fragment resta enterré pendant 2 décennies. Personne, pas même Vador lui-même, ne savait qu'il attendait toujours son heure. Pendant ce temps, sur Tatooine, un garçon grandissait sans savoir qui était réellement son père. Luke Skywalker était un adolescent rêveur, élevé par son oncle et sa tante, dans une ferme d'humidificateurs, à des années-lumière de tout ce que son père était devenu. Il ne connaissait de lui qu'un mensonge soigneusement construit. Son père avait été un pilote de la République, mort pendant la guerre. Un mensonge charitable, conçu par Obi-Wan et les Lars pour le protéger d'une vérité qui aurait pu, si elle avait atteint les oreilles impériales, le condamner à mort. Obi-Wan lui-même vivait à quelques kilomètres de là, sous le nom de Ben Kenobi, veillant discrètement sur le garçon depuis 20 ans, attendant patiemment le moment où Luke serait prêt à connaître la vérité et à affronter le destin que Yoda et lui avaient prévu pour lui. Ce moment allait arriver plus vite que prévu. Et il allait arriver, comme presque toujours dans cette histoire, à cause d'un droïde. R2-D2, le fidèle astromécanique qui avait accompagné Anakin depuis Tatooine des décennies plus tôt, porta secrètement les plans volés de l'Étoile de la Mort, une station de combat impériale capable de détruire une planète entière d'un seul tir, ainsi qu'un message enregistré de la princesse Leia Organa, la fille d'Anakin elle-même, désormais adulte et active au sein d'un réseau rebelle naissant, sans savoir qui était son propre frère jumeau, ni même son propre père. Le droïde échoua, par un heureux hasard qui n'en était probablement pas un, entre les mains de Luke Skywalker. Ce qui suivit est bien connu, et le narrateur n'a pas besoin de s'attarder sur chaque étape. La découverte du message, la rencontre avec Ben Kenobi, la révélation partielle de la vérité, un père pilote, trahi et tué par un certain Dark Vador, un ancien élève tombé dans le côté obscur. Obi-Wan, à ce moment précis, mentit à Luke. Pas entièrement, mais suffisamment. Le massacre de la famille Lars par des soldats impériaux, cherchant les droïdes fugitifs, poussa Luke hors de Tatooine pour de bon. Il n'avait plus rien à y perdre. Il partit avec Obi-Wan vers Alderaan, engagea un contrebandier nommé Han Solo et son copilote Wookiee, Chewbacca, à bord d'un vaisseau appelé le Faucon Millennium pour livrer les plans volés à la rébellion. Ils arrivèrent trop tard pour Alderaan. Vador, désormais commandant à bord de l'Étoile de la Mort elle-même, avait ordonné, sur les instructions de Sidious devenu empereur, la destruction complète de la planète natale de Leia en guise de démonstration de force. Des milliards de vies effacées en un seul tir. Pensez-y, une planète entière, son histoire, sa culture, sa population, réduite à un champ de débris en quelques secondes pour prouver un point politique. Un bilan de cette seule décision, une planète entière rayée de la carte, des milliards de morts instantanés. Une démonstration de puissance si absolue qu'elle terrifia jusqu'aux systèmes les plus loyaux à l'Empire. Mais l'Étoile de la Mort
malgré sa puissance destructrice, cachait une faiblesse. Une seule. Un conduit d'échappement thermique, mal protégé, menant directement au réacteur principal. Personne, dans le haut commandement impérial, ne pensait qu'un chasseur seul puisse jamais exploiter une ouverture aussi minuscule. Ils avaient tort. À bord de l'Étoile de la Mort, Luke, Han et Chewbacca infiltrèrent la station pour sauver Leia, capturée après l'interrogatoire concernant l'emplacement de la base rebelle. Au cours de cette évasion chaotique, Obi-Wan retrouva enfin, après 20 ans d'attente, l'homme qu'il croyait avoir laissé mourir sur Mustafar. Le duel entre les deux anciens frères d'armes fut bref, presque cérémoniel. Vador, désormais bien plus puissant physiquement grâce à son armure, semblait avoir l'avantage évident. Mais Obi-Wan ne combattait plus pour gagner. Il informa calmement son ancien élève que le frapper maintenant ne ferait que le rendre plus puissant encore. Puis, apercevant Luke observer la scène depuis une passerelle, il abaissa son sabre et laissa le coup de Vador le traverser. Son corps disparut instantanément, ne laissant derrière lui qu'une robe vide sur le sol. Vador lui-même parut surpris par cette disparition. Mais il n'eut pas le temps de s'y attarder. Il devait encore capturer les fugitifs, ou du moins le paraître, car Sidious, avec une ruse caractéristique de sa méthode, avait délibérément laissé le Faucon Millennium s'échapper, un traceur dissimulé à son bord, espérant que le vaisseau les mènerait directement jusqu'à la base secrète de la rébellion tout entière. Ce plan fonctionna à moitié. La rébellion découvrit le traceur à temps pour l'utiliser à son propre avantage, préparant une attaque massive contre l'Étoile de la Mort elle-même avant que l'Empire ne puisse frapper le premier coup. La bataille de Yavin qui suivit fut l'une des plus improbables victoires de toute l'histoire militaire galactique. Une poignée de chasseurs rebelles, largement dépassés en nombre et en puissance de feu, affrontèrent la station la plus destructrice jamais construite. Luke, guidé par la voix d'Obi-Wan qu'il entendait désormais dans son esprit, désactiva son ordinateur de visée et utilisa la force elle-même pour guider son tir vers le conduit thermique exposé. Le tir toucha sa cible. L'Étoile de la Mort explosa en quelques secondes, emportant avec elle des dizaines de milliers de soldats et de techniciens impériaux, ainsi que l'arme la plus puissante jamais construite par une civilisation galactique. Vador, éjecté in extremis de son chasseur endommagé lors de l'assaut final, survécut de justesse, dérivant seul dans l'espace pendant que son arme ultime se désintégrait derrière lui. Ce n'était pas seulement une victoire militaire. C'était la première fois, en 20 ans de règne impérial, que la rébellion prouvait à toute la galaxie que l'Empire n'était pas invincible. Sidious ne l'oublierait jamais, et Vador non plus. Pendant que la rébellion célébrait sa victoire, Vador se demandait déjà comment un simple pilote inconnu avait pu manier la force avec une telle précision naturelle. Il ne savait pas encore, mais il allait bientôt comprendre. Il existe une différence entre chercher un ennemi et chercher son propre reflet. Les 3 années qui suivirent virent la rébellion, désormais traquée sans relâche par un empire humilié et déterminé à effacer cette défaite de la mémoire collective, se déplacer d'un système à l'autre, cherchant refuge sur des mondes de plus en plus reculés. Vador lui-même prit personnellement en charge la traque du pilote responsable de la destruction de l'Étoile de la Mort, obsédé par une question qu'il ne parvenait pas encore à formuler complètement. Cette obsession le mena finalement jusqu'à Hoth, une planète glaciale où la rébellion avait établi une base secrète. L'assaut impérial qui suivit fut méthodique et brutal. Des marcheurs blindés géants avançant à travers la neige, écrasant les défenses rebelles une par une, forçant une évacuation précipitée qui dispersa les principaux acteurs de cette histoire dans des directions différentes. Luke partit seul vers Dagobah, guidé par une vision d'Obi-Wan pour y compléter son entraînement Jedi auprès d'un maître dont il ne connaissait encore ni le nom ni l'apparence. Ce maître, minuscule et âgé de 900 ans,
se présenta d'abord à lui sous les traits d'un vieux fou excentrique avant de révéler sa véritable identité. Yoda avait passé 2 décennies à attendre exactement ce moment, préparant son esprit à la possibilité presque insupportable qu'un jeune homme à peine formé puisse un jour accomplir ce que l'ordre tout entier n'avait pas su empêcher. Il hésita à l'entraîner. Luke lui rappelait trop son père, impatient, imprudent, incapable de laisser derrière lui ceux qu'il aimait, même quand la sagesse l'exigeait. Yoda accepta quand même, contre son propre jugement. L'histoire, voyez-vous, a une manière particulière de forcer la main même des plus sages d'entre nous. L'entraînement fut bref et incomplet, interrompu par une vision que Luke reçut au beau milieu de sa formation. Ses amis, capturés, torturés, sur le point de mourir sur une planète des nuages appelée Bespin. Yoda et le fantôme d'Obi-Wan le supplièrent tous deux de rester, d'achever sa formation avant d'affronter quoi que ce soit. Un Jedi à moitié formé, prévint Yoda, représentait un danger autant pour lui-même que pour ceux qu'il espérait sauver. Luke n'écouta pas, il partit quand même. Ce ne serait pas la dernière fois qu'un Skywalker choisirait l'amour plutôt que la prudence. Rappelez-vous cette phrase. Elle allait finir, une génération plus tard, par sauver la galaxie entière plutôt que de la détruire. Sur Bespin, à la Cité des Nuages, Han et Leia étaient effectivement tombés dans un piège, mais pas celui qu'ils imaginaient. Le véritable objectif de Vador n'était ni Han ni Leia. C'était Luke lui-même, attiré délibérément vers Bespin par la capture de ses amis, exactement comme Vador l'avait prévu. Han fut congelé dans une plaque de carbonite à titre de test avant d'être livré au chasseur de primes Boba Fett, engagé pour le compte du seigneur du crime Jabba le Hutt. Il survécut au processus, un détail qui n'était pas garanti d'avance et que Vador lui-même admit ouvertement ne pas connaître avec certitude avant de tenter l'expérience sur lui. Pas franchement rassurant comme méthode de test. Luke, arrivant sur Bespin exactement comme prévu, affronta enfin, pour la première fois de sa vie, l'homme qu'on lui avait présenté comme le meurtrier de son père. Le duel qui suivit, dans les entrailles industrielles de la Cité des Nuages, fut d'une intensité que Luke n'avait jamais connue. Vador, incomparablement plus expérimenté, le domina presque entièrement, le poussant progressivement vers une plateforme suspendue au-dessus d'un puits sans fond. À un moment critique, Vador tenta quelque chose d'inattendu. Il ne chercha pas simplement à tuer Luke. Il l'invita à le rejoindre, lui promettant qu'ensemble, ils pourraient renverser l'empereur et régner sur la galaxie comme père et fils. Luke, refusant, tenta de fuir, mais se retrouva acculé au bord de la plateforme. Vador lui trancha la main droite d'un seul coup de sabre, le laissant désarmé et sans échappatoire. C'est à cet instant que Vador prononça les mots qui allaient redéfinir entièrement la compréhension de cette histoire par des générations entières d'auditeurs. Il révéla à Luke qu'Obi-Wan ne lui avait pas dit la vérité complète, que ce n'était pas lui, Vador, qui avait tué le père de Luke. Il était le père de Luke. Luke, effondré, refusa d'abord d'y croire, hurlant que c'était impossible, qu'Obi-Wan le lui aurait dit. Mais au fond de lui, quelque chose, peut-être la force elle-même, peut-être simplement une intuition trop profonde pour être ignorée, savait déjà que c'était vrai. Il se laissa tomber du bord de la plateforme plutôt que d'accepter l'offre de son père, préférant une mort presque certaine à une vie passée aux côtés de l'homme qui venait de détruire son innocence en une seule phrase. Il survécut, à peine, sauvé in extremis par Leia et le Faucon Millennium, récupéré à travers l'espace grâce à un lien qu'elle ne comprenait pas encore elle-même, mais qui, la révélation viendrait plus tard, s'expliquait par un fait tout aussi vertigineux. Elle aussi était une enfant d'Anakin Skywalker. Un bilan s'impose ici, parce que cette seule scène concentra plus de retournements narratifs que la plupart des guerres entières. Une main perdue, une identité révélée, une famille brisée révélée bien plus étendue que quiconque ne l'imaginait. Et un jeune homme, désormais orphelin de ses propres certitudes, qui devait apprendre à vivre avec une vérité qu'il n'avait jamais demandé à connaître.
Vador, de son côté, retourna auprès de Sidious avec une nouvelle qui allait, pour la première fois en 20 ans, faire naître en lui quelque chose que même l'empereur n'avait pas anticipé. Il avait un fils vivant, un fils fort dans la force. Et une idée commençait, lentement, à germer dans un esprit qu'on croyait entièrement soumis depuis 2 décennies. L'amour, contrairement à ce que prétendait le Code Jedi, ne mène pas toujours au côté obscur. Parfois, il en ramène. L'année qui suivit fut relativement calme, du moins en apparence. Luke, sa main remplacée par une prothèse mécanique, un écho physique direct de celle de son propre père, un détail que le narrateur laisse à l'auditeur le soin d'apprécier pleinement, poursuivit un entraînement Jedi incomplet tout en aidant à préparer le sauvetage de Han Solo, toujours prisonnier de Jabba le Hutt. Ce sauvetage, mené avec un mélange d'audace et d'improvisation typique de cette bande de rebelles, réussit. Jabba mourut, étranglé par Leia elle-même avec la chaîne qui l'avait tenue captive. Boba Fett tomba, par accident comique presque digne d'une farce, dans la gueule ouverte d'une créature du désert appelée le Sarlacc. Han fut libéré, décongelé, temporairement aveugle mais entier. Bref, une bonne journée somme toute pour une bande de fugitifs recherchés dans toute la galaxie. Mais l'Empire, humilié par la destruction de sa première étoile de la mort, avait construit une seconde station, plus vaste et plus puissante encore, en orbite autour de la lune forestière d'Endor. Sidious lui-même supervisait sa construction, laissant délibérément filtrer l'information de son emplacement, exactement comme il avait délibérément laissé le Faucon Millennium s'échapper des années plus tôt. Ce n'était pas de la négligence, c'était un piège, conçu avec la patience caractéristique d'un homme qui planifiait depuis des décennies. Il voulait attirer la flotte rebelle entière dans une bataille décisive. Et il voulait, plus que tout, attirer Luke Skywalker directement entre ses mains. Luke, de son côté, retourna sur Dagobah pour achever sa formation, seulement pour y trouver Yoda mourant, ses 900 ans enfin arrivés à leur terme naturel. Avec ces derniers mots, le vieux maître confirma ce que Vador avait révélé sur Bespin. Anakin Skywalker était bien le père de Luke. Et pour devenir un Jedi complet, Luke devrait affronter cette vérité directement. Yoda ajouta une dernière révélation, presque en passant, comme si le poids de l'information nécessitait d'être livré sans emphase excessive. Il existait un autre Skywalker. Le fantôme d'Obi-Wan, apparaissant peu après, confirma l'identité de cette sœur jusque-là insoupçonnée. Leia Organa, la princesse elle-même. Luke comprit, à cet instant, l'ampleur de ce qui avait été caché depuis sa naissance. Pas seulement un père devenu monstre, une sœur jumelle, séparée de lui dès la naissance, vivant à ses côtés depuis des années, sans que ni l'un ni l'autre ne le sache. Cette découverte allait avoir de l'importance, beaucoup d'importance. Rappelez-vous-la. La flotte rebelle, informée de l'emplacement de la nouvelle étoile de la mort, planifia un assaut à double volet. Une équipe au sol, menée par Han et Leia, chargée de désactiver le bouclier protecteur de la station depuis la lune d'Endor, pendant que la flotte principale attendrait en hyperespace, prête à frapper une fois le bouclier tombé. Luke se joignit à cette équipe au sol, non pas pour combattre, mais pour affronter, enfin, ce qu'il savait désormais inévitable. Il se rendit seul, sans armes dissimulées, se livrer volontairement à son père. Ce geste, en apparence suicidaire, portait en réalité une logique d'une clarté absolue. Luke ne cherchait pas à vaincre Vador par la force. Il cherchait à le ramener par autre chose. Il croyait, avec une conviction que même Obi-Wan et Yoda jugeaient dangereusement naïve, qu'il restait encore, quelque part sous le masque noir, un fragment de l'homme que son père avait été autrefois. Padmé avait cru exactement la même chose, 23 ans plus tôt, avec ses derniers mots. Elle n'avait jamais eu tort. Elle avait simplement eu 23 ans d'avance. Vador emmena son fils à bord de l'étoile de la mort, le présentant directement à l'empereur, espérant secrètement, bien qu'il ne se l'avouât pas encore complètement à lui-même, trouver un moyen de convertir Luke sans le détruire. Peut-être même de renverser Sidious à ses côtés
comme il l'avait suggéré sur Bespin. Sidious, en revanche, poursuivait un objectif bien plus simple et bien plus cynique. Il voulait que Luke cède à la colère, qu'il attaque son père dans un accès de rage incontrôlé et qu'il tue ainsi Vador de ses propres mains, complétant sa transformation en un nouvel apprenti Sith, plus jeune, plus puissant et surtout entièrement soumis dès sa naissance dans les ténèbres. Deux plans opposés, portés par deux membres de la même chaîne de pouvoir, chacun croyant manipuler l'autre. Un seul d'entre eux avait raison sur ce qui allait réellement se produire. L'assaut au sol sur Endor rencontra des complications immédiates. Le bouclier générateur était bien mieux protégé que prévu, et l'équipe au sol se retrouva piégée entre des forces impériales et l'aide inattendue, presque comique dans son incongruité, d'une tribu de créatures primitives appelées les Ewoks, dont l'intervention improbable finit par faire pencher la bataille terrestre en faveur de la rébellion. Personne, dans l'état-major rebelle, n'avait anticipé qu'une armée entière de commandos impériaux serait finalement mise en déroute par des créatures d'1 mètre de haut, armées de pierres et de lances de bois. L'histoire militaire, parfois, a un sens de l'ironie que même les meilleurs stratèges ne peuvent prévoir. Pendant ce temps, à bord de l'Étoile de la Mort, dans la salle du trône de l'empereur, Luke tenta d'abord la persuasion pure. Il supplia son père de renoncer au côté obscur, de revenir avec lui, insistant sur le fait qu'il sentait encore le bien en lui. Vador, sincèrement tenté, refusa quand même. Il affirma qu'il était trop tard, que l'empereur seul comptait désormais pour lui. Ce n'était pas entièrement vrai, mais Vador ne le savait pas encore lui-même. Sidious, patient et satisfait, entreprit alors de briser directement Luke, révélant que ses amis sur Endor allaient bientôt mourir sous les canons de l'Étoile de la Mort achevée, et que la flotte rebelle entière tombait, à cet instant même, dans un piège dont elle ne pourrait jamais s'échapper. Luke, poussé à bout, saisit son sabre laser et attaqua. Mais pas son père. Il se retourna vers l'empereur lui-même, dans un accès de rage protectrice plutôt qu'une soumission calculée. Vador, réagissant par réflexe pur, intercepta le coup, engageant un duel contre son propre fils sous le regard ravi de Sidious, qui observait exactement le résultat qu'il avait orchestré depuis le début. Le combat qui suivit poussa Luke vers une rage de plus en plus incontrôlable, exactement ce que l'empereur avait espéré provoquer. Vador, sentant cette colère grandissante, découvrit au cours du combat l'existence de Leia, non par une révélation explicite, mais par une intuition pure de la force, une reconnaissance instinctive d'un second enfant qu'il ignorait jusque-là. Il menaça, presque négligemment, de la tourner elle aussi vers le côté obscur, si Luke lui-même refusait de céder. C'est cette menace précise, et non la sienne propre, qui fit basculer Luke dans une rage totale. Il désarma son père en un seul assaut furieux, lui tranchant la main droite mécanique, un écho macabre et presque symétrique de sa propre mutilation sur Bespin 1 an plus tôt, laissant Vador prostré, vaincu, à la merci absolue de son fils, devant le trône même de l'empereur. Sidious, exalté, ordonna à Luke de terminer le travail, de tuer son père, de prendre sa place. Luke, haletant, regarda son propre membre mécanique, puis celui, identique, de son père effondré à ses pieds. Et c'est là que tout bascula. Il jeta son sabre laser au loin, refusant catégoriquement de céder à la haine, déclarant à l'empereur qu'il était un Jedi, comme son père avant lui. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était, pour la première fois en 23 ans, un Skywalker choisissant délibérément l'amour plutôt que la peur, exactement là